Artefact, le podcast qui explore l'art à l'ère du numérique. Je suis Julia et je suis ravie de vous accompagner pour cette nouvelle édition. L'intelligence artificielle est partout, même dans les studios de création. Aujourd'hui, plus de 60% des développeurs de jeux vidéo l'utilisent dans leurs projets. Alors, aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet, l'intégration de l'IA dans l'univers des jeux vidéo. Transforme-t-elle ce secteur en profondeur ? J'ai le plaisir d'accueillir une conceptrice de jeux vidéo, Sarah Leto Estevez. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour. Et un expert en intelligence artificielle, Aaron Le Garec. Bonjour Aaron. Bonjour Julia. Installez-vous confortablement, vous êtes bien sur Artefact. Commençons par quelques éléments d'explication. Aaron, comment l'IA est-elle entrée dans l'univers des jeux vidéo ? Donc aujourd'hui l'IA s'est développée dans tous les domaines, mais à l'époque dans les jeux vidéo, elle servait principalement à déterminer les mouvements de son adversaire, en tout cas d'agir en conséquence. Ce n'était pas une IA au sens moderne, mais plutôt des règles fixes, programmées. Par exemple, si une balle va à gauche, alors la raquette va bouger à gauche. Et c'est par ce biais qu'elle a commencé à se populariser. L'idée d'intelligence artificielle a été créée en 1950, mais dans les jeux vidéo, ça s'est plutôt réalisé dans les années 1970. Savez-vous comment l'IA s'est-elle développée dans les jeux vidéo à travers le temps ? Comme je l'ai dit précédemment, l'IA se contentait d'agir en fonction de l'utilisateur, avec des exemples, par exemple Pong en 1972, puis ensuite il y a eu Pac-Man qui a été créé en 1980, où chaque fantôme avait donc sa personnalité, et il y a aussi eu le jeu vidéo Dune 2, en 1992, où l'IA pouvait gérer des ressources, construire des bases ou encore attaquer. Et ensuite, on a eu certains FPS comme Halo, qui a été créé en 2001, où les ennemis peuvent se mettre à couvert, coopérer ou encore fuir. Après 2010, l'IA servait à adapter la difficulté en fonction des joueurs ou encore de créer des PNJ, donc des personnages non joueurs, qui sont plus crédibles. Et maintenant, elle peut équilibrer les jeux ou tester des niveaux et bien plus. Maintenant, débattons. Selon vous, en quoi l'intelligence artificielle a-t-elle changé la manière de créer ou de développer dans les jeux vidéo ? Aaron, je vous en prie. L'IA permet aujourd'hui de développer plus rapidement et propose des options assez précises et très pertinentes, surtout dans le domaine des jeux vidéo. Elle peut simplifier les parties de code qui se répètent beaucoup et même générer des décors pour avancer plus vite ou trouver plus d'inspiration tout simplement. L'IA permet d'être plus rapide, mais le gros problème est qu'on souhaite aller de plus en plus rapidement. On préfère la quantité à la qualité, comme avec pas mal de jeux AAA. On doit sortir des mises à jour pour corriger les graphismes, des bugs dans tout type et tout ça, comme avec par exemple le dernier jeu Pokémon. À travers les jeux vidéo, comment imaginez-vous le rôle des développeurs dans 10 ans si l'IA continue de progresser à ce rythme ? L'IA dans 10 ans sera sûrement capable de réaliser beaucoup de projets. Elle permettra de corriger des erreurs qui sont plutôt discrètes dans le code. Et vu la vitesse à laquelle l'IA se développe, elle pourrait même créer des jeux vidéo de A à Z dans un avenir très proche. Les applications de codage aujourd'hui ont déjà des options qui viennent signaler et proposer une correction. Donc il n'y a pas forcément besoin de l'intelligence artificielle pour repérer ces erreurs, car surtout on va laisser l'IA réfléchir en fait à notre place. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Elle reste idéale pour les développeurs de jeux vidéo qui sont solo et les petites équipes, car elles permettent de réduire le temps de production et encore des coûts par exemple, et ça se permet d'expérimenter en toute liberté. Il y a tout de même quand même un début de perte d'emploi à cause de l'IA, car elle vient commencer tout doucement à remplacer les employés, car ça coûte beaucoup moins cher pour les grosses boîtes de jeux vidéo. Et donc ça fait des économies pour des entreprises en automatisant des tâches, comme avec par exemple Candy Crush, où il y a plus de 200 employés qui ont été virés. L'IA est-elle un simple outil d'aide à la création pour les jeux vidéo ou devient-elle un véritable acteur du processus créatif ? L'IA est plus qu'un simple outil de création, elle offre la possibilité de créer des codes ou en tout cas plus d'idées. On peut s'en inspirer pour avoir des meilleures idées qu'auparavant par exemple. Mais l'IA est entraînée quand même à partir de tout ce qui est sur Internet, donc du coup des AAA ou alors des jeux de studios indépendants. Elle récupère tout sans se soucier du consentement des auteurs, donc c'est du travail volé, puis réutilisé et régurgité de manière moins bonne. Peut-on parler de créativité pour une machine ? Dans le cadre des jeux vidéo, on ne peut pas vraiment parler de créativité pour une machine, car l'IA ne fait qu'appliquer des règles, des modèles ou des données qui ont été définies par les développeurs ou des artistes ou encore des concepteurs. Elle n'invente rien par elle-même. Elle ne possède ni intention, ni imagination, ni compréhension réelle de ce qu'elle produit. Êtes-vous du même avis ? Je suis assez d'accord que l'amélioration de l'immersion dans les jeux vidéo est vraiment importante, mais l'IA est quand même une menace pour la créativité humaine en générant et en reprenant le travail des artistes, parce que des personnes qui ne travaillent pas dans des domaines artistiques l'utilisent au lieu de demander à des professionnels. À la fin, on finit quand même avec quelque chose qui doit être corrigé par l'humain. L'IA présente à la fois des avantages et des limites. Elle permet de gagner du temps, d'automatiser des tâches répétitives et d'ouvrir de nouvelles pistes créatives, mais elle
peut aussi uniformiser les contenus, créer une dépendance et réduire le rôle de l'intuition humaine. Elle ne remplace pas le créateur, elle transforme son rôle. La véritable enjeu est d'apprendre à collaborer avec elle pour tirer parti de ses forces tout en préservant la sécurité et la créativité humaine. Un grand merci à Aaron et Sarah de leur présence aujourd'hui. On se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.